Dans cette capsule, je vais partager avec vous tous les outils nécessaires afin de faire une auto-évaluation de votre demeure ou de celle que vous désirez acheter. Alors, bonjour encore une fois. Euh, Puisque les règlements COVID, parce que nous sommes en décembre 2021, m'empêchent d'exercer mon métier parce que je ne me ferai pas vacciner, je ne porterai pas le masque 10 heures par jour. J'en profite pour partager avec vous mes connaissances en construction. À travers les années que j'ai travaillé en construction, j'ai développé certains outils que je vais partager avec vous. Et je vous invite, lorsque vous allez naviguer sur la page L'habitation vue de côté, euh, voilà ce que vous allez trouver. Alors, vous voyez ici sur le site Facebook, L'habitation vue de côté, vous avez plusieurs onglets. Il y en a un que vous pouvez utiliser, c'est celui des sujets. Et dans le sujet, vous allez avoir inspection. Il y a 8 publications. Il y a également sur le plus au bout de l'onglet, vous pouvez aller dans Fichier et là, vous avez tous les fichiers que j'ai mis à votre disposition, que je partage gracieusement afin que vous puissiez faire une auto-évaluation de votre demeure ou encore avoir une approche intelligente lorsque vous désirez acheter une demeure. Maintenant, il est possible que vous ayez un coup de cœur lorsque vous voyez une demeure ou quelque chose du genre. C'est correct d'avoir un coup de cœur, d'aimer quelque chose, puis d'y aller pour ça. Sauf que ces outils que je vous donne là vont peut-être vous permettre de, de prendre un petit peu de recul et de réfléchir adéquatement et peut-être faire des comparables lorsque vous allez prendre votre décision finale si vous achetez ou non une demeure. Alors, vous pouvez aller dans les onglets ici, plus ou encore les sujets. Et les capsules vont se retrouver dans le contenu multimédia dans vidéo. All right? Donc, on y va avec la trousse. Donc, la première chose que vous devez lire, c'est quand même important parce que ça va vous donner les étapes puis l'approche avec la trousse que je mets à votre disposition ou les outils que je mets à votre disposition. L'habitation vue de côté, donc, c'est pas très important. Donnez-moi 2 petites secondes, je grossis pour nos yeux. Donc, ça, c'est important de savoir, hein, puis je vais le répéter souvent, il n'y a pas de mauvaise demeure, il faut juste payer le bon prix. Très, très important. Donc, la première étape, la fiche d'évaluation sur l'emplacement des maisons. Tantôt, on va voir ça. Et je vais vous demander de suivre ces étapes-là lorsque vous allez utiliser les outils. Donc, la première chose que vous devez lire rapidement en diagonale, c'est la trousse d'évaluation qui est à votre disposition. All right? Deuxièmement, c'est le guide d'inspection pré-achat de maison ou de votre auto-évaluation de votre propre maison. Là, j'ai mis inspection pré-achat, mais ça peut être une auto-évaluation de votre maison si vous voulez faire des rénovations, regarder si elle est en bonne santé, si vous voulez la mettre en vente, ça peut être le même processus avant même qu'un inspecteur ou des possibles acheteurs viennent chez vous. Alors, on va grossir également ici. Donc, à qui s'adresse ce petit guide? S'adresse à tout le monde. Et c'est ça le but. Moi, je veux partager la connaissance parce que vous pouvez sauver des tonnes d'argent lorsque vous avez une approche structurée
pour bien comprendre c'est quoi avoir une demeure, une maison, l'entretien, toutes ces choses-là. Ça peut servir également à l'entretien de votre demeure, cette chose-là. Ça peut également vous diriger vers quels sont les coûts majeurs que vous devez entrevoir. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir des croquis plus tard dans la façon de regarder et d'approcher une maison. Et la meilleure façon de le faire, c'est de toujours suivre une méthode d'approche. Et on va le voir tout à l'heure. Ici, comment sans expérience puis-je évaluer la qualité d'une propriété? En suivant chaque étape d'inspection. Vous n'êtes pas dépourvu de toute intelligence. Lorsqu'il y a des choses mineures, vous êtes capable de les voir. On est capable de voir si un toit est croche, on est capable de voir une fissure dans une fondation. On n'est pas obligé de faire appel à un inspecteur. Pour ça, on peut demander, on peut la regarder, on peut appeler la personne qui va la réparer et faire venir un inspecteur pour se faire dire qu'on a une fissure dans la fondation. Vous êtes capable de l'observer vous-même. Vous êtes capable d'observer la gravité aussi de la fissure à travers quelques questions. Et si vous avez des questions sur certaines choses, il me fera plaisir d'y répondre également. Et quand doit-on faire appel à un inspecteur certifié en pré-achat de maison ou un inspecteur certifié afin de voir s'il y a des problèmes? C'est certain que ce guide-là ne remplace pas un inspecteur d'expérience dans le domaine. Mais si vous avez des appuis, des amis, des personnes en construction afin de valider votre inspection, ça pourrait être suffisant. Ça dépend de la gravité de la chose. Moi, je vous dis, prenez pas de chance. J'aime ça fonctionner avec des certitudes. C'est important de fonctionner avec des certitudes. On a une fissure. À l'intérieur, on va voir à cet endroit-là, est-ce qu'il y a de l'humidité, de l'eau? On a un croche dans la toiture. Si on regarde la structure, on va apprendre à regarder la structure. Est-ce que les points d'appui se suivent, ces choses-là? Dans les capsules qui vont suivre, je vais faire toutes ces choses-là. Mais là, ça, c'est la mise en pli de mon approche afin de partager ma connaissance avec vous. Donc, c'est un petit guide-là, c'est le guide d'utilisation. Je vous invite à bien le lire également. Ensuite, on tombe dans la... Ah, je préférerais regarder ça ici. Je vous ai mis également un lexique des définitions. On va grossir. Donc, afin de savoir c'est quoi les termes, les bons termes à utiliser lorsqu'on regarde un rapport d'inspection. Vous pouvez avoir un rapport d'inspection existant venant d'une maison que vous désirez acheter. C'est important de savoir c'est quoi les définitions de ce que vous regardez. Pas dramatique, mais je vous ai mis ça à votre disposition également. Et, non, ça, on va y venir après. Le dernier point sera le plus important de tous. Alors, lorsque vous irez sur le site Facebook, Habitation vue de côté, c'est le manuel que j'ai mis à votre disposition ici. Je vais essayer de grossir un petit peu pour vos yeux, pour nos yeux. Voilà. Alors, chaque étape, chaque approche est importante. Et sur la photo Facebook, ici, un instant, on va retourner dans... Ah non, multimédia. Parfait, voilà. Voyez-vous, je vais mettre l'autre. Celle-ci, sans ma grosse face. Alors, ça vous donne comment approcher, comment regarder l'habitation que vous avez, que vous allez regarder. Et c'est la manière que moi, j'ai toujours fonctionné. Tu regardes de loin, de la rue, la maison. Ensuite, tu regardes l'accessibilité à travers l'entrée. Est-ce que l'entrée descend à la porte l'eau? Toutes ces questions-là. Est-ce que c'est agréable à rentrer? Est-ce que c'est dangereux? Vous avez des enfants, admettons. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants? Est-ce que ça circule rapidement? Fait que là, vous êtes dans la rue, vous regardez ça. Ensuite, on rentre, on s'en va devant la maison, on prend une photo globale de la demeure et on démarre avec notre parcours d'inspection. On regarde les composantes. Et lorsque vous allez, on va revenir dans 2 secondes avec la fiche d'inspection, vous allez avoir des points. Donc là, vous avez fait le devant, vous allez regarder
la fondation, les margelles, les pentes de terrain. Ensuite, vous regardez c'est quoi le revêtement extérieur? Est-ce qu'il est en bonne condition? Est-ce qu'il est à remplacer bientôt? Ensuite, vous regardez les fenêtres. Est-ce qu'elles sont écaillées? Est-ce qu'il faut les remplacer? Est-ce qu'elles sont descellées? Ensuite, vous regardez le soffit, les gouttières. Ensuite, vous regardez le toit. Est-ce que le bardeau du toit frise? Est-ce qu'il y a de la ventilation? Là, vous êtes à l'avant de la maison, vous ne verrez pas la ventilation, mais lorsque vous allez suivre les flèches, ici, je m'en vais, on s'en va dans le côté gauche. On regarde aussi l'espacement, les terrains, les arbres près de la maison, parce que des arbres trop près d'une maison, c'est pas bon. Ça peut aller toucher la fondation, ça peut aller toucher les drainages. Et ensuite, on s'en va à gauche et puis à l'arrière. Et là, lorsqu'on arrive à l'arrière, normalement, on a le plus grand terrain. Alors, il faut s'assurer que les pentes de terrain évacuent l'eau. La raison première, retenez bien ça, une des premières raisons qu'on a une maison, c'est pour nous protéger des intempéries. Alors, si on a des pentes de terrain qui amènent de l'eau vers la maison, c'est une intempérie, ça peut être un problème. Ça peut faire rentrer de l'eau par les fenêtres de maison, du sous-sol. Et c'est pour ça que c'est important de regarder. Là, on prend une photo. Là, on va voir s'il y a de la ventilation sur le toit. Pour vous donner un exemple. Et pourquoi il ne faut jamais faire confiance à personne, il faut utiliser les faits. Moi, j'ai vu sur certaines maisons des contracteurs qui ont été mettre 2, 3 ventilateurs maximum. Un ventilateur maximum, on va le voir subséquemment, c'est un exemple que je vais vous donner. Mettons que vous avez une roulotte. Une roulotte, le toit est tout petit, tout ça. Il y a un nombre d'air cubes qui véhiculent à l'intérieur de l'entretoit. Alors, c'est comme si vous preniez un entonnoir. Le trou de paille, là, s'il est gros comme ça ne donne rien d'essayer de boire dans un bidon comme ça parce que c'est le trou de paille, soit le soffit qui va faire rentrer l'air, qui décide c'est quoi l'air qui va sortir. La capacité ne peut pas être interchangée. Ça fait qu'à un moment donné, je vois des contracteurs qui ne réfléchissent plus et qui vont aller mettre 1, 2, 3 ventilateurs maximum ou d'autres sortes de ventilateurs sur un toit de maison, alors que le soffit ne permet pas de tirer autant d'air que ça. Donc, c'est important d'avoir une bonne circulation d'air qui part du soffit, qui va à l'extérieur. C'est un exemple que je vous donne, il y a des choses qu'on va regarder. On regarde les pentes de toit, s'il y a des creux, des choses du genre, on regarde la qualité. On fait le même exercice, donc on part en bas, on regarde s'il y a des margelles, est-ce qu'elles sont suffisamment dégagées, la fondation, est-ce qu'on voit des fissures, le crépi. Ensuite, on voit si c'est de la brique, est-ce qu'il y a des chantepleurs, des petites craques qui permettent à l'eau de sortir. On va tout voir ça dans les prochaines capsules. Ensuite, on fait le même exercice jusqu'en haut et on revient dans le côté à la fin. Et puis après ça, on va rentrer à l'intérieur de la maison. Et une fois à l'intérieur de la maison, on va commencer avec le sous-sol et on va faire le même genre de parcours. Et si vous avez besoin d'indications ou de choses du genre, d'informations comment procéder, n'hésitez pas. Demandez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner un indice là-dessus. Alors voilà. Donc, voilà ici, c'est basé sur quelconque inspecteur que vous pourriez avoir qui va faire une inspection de maison. C'est pour ça que je dis vous êtes capable, de façon bien guidée, de voir si globalement, hein, ça vous donne une idée. Après ça, si vous êtes dans l'incertitude, allez chercher un professionnel. Mais si vous avez des certitudes, si vous savez que les autos passent à 100 km/h en avant de la maison, vous avez des jeunes enfants et ça ne vous tente pas de rester là, bien, vous allez avoir pris conscience de ce fait-là en partant et vous avez toutes les informations. Alors, chemin d'accès à la propriété, comme on a parlé tout à l'heure, est-ce dangereux pour les enfants? Doit-on déneiger l'hiver? C'est très important. Le climat québécois est un climat extrêmement difficile pour les matériaux. C'est pour ça qu'au Québec, on a des routes qu'on a parce que sont cheap, ils mettent de l'asphalte par-dessus de l'asphalte, ce qui n'est pas une bonne façon, mais lorsque l'eau et la glace s'accumulent dans une fissure ou quelque chose, bien, ça brise tout. Ça fait que c'est la même chose pour une maison. Les changements de température fréquents, les dégels rapides,
c'est extrêmement sollicitant pour les matériaux. Alors, c'est important de faire un bon achat parce que la structure, c'est ce qui coûte cher dans une demeure. Il y a des rénovations majeures et des rénovations mineures. Moi, ça ne me tente pas de vous parler d'une petite poignée de porte. Une poignée de porte, ça ne coûte rien. Mais par contre, si vous êtes obligé de refaire une fondation, on parle de 20 000 $ et plus. Là, ça va mal. On a des grosses fissures, si on est obligé de creuser sur le terrain, si on est obligé de refaire la toiture et vous n'avez pas les capacités ni les outils pour le faire, c'est rendu que ça coûte cher à refaire une toiture. Et on va voir ça dans les capsules subséquentes également. Donc, l'étape numéro 1, le terrain et les accès. L'extérieur de la maison, vous avez fondation, revêtement extérieur, les portes de garage, terrasse, balcon, soffit et fascia, excusez. Et gouttière, base de cheminée. C'est vrai, j'avais oublié tantôt, si vous avez une cheminée, il faut qu'elle soit conforme également pour les assurances. Les assurances sont rendues bien piqués, bien peureux. Ils veulent nous assurer, mais ils ne veulent pas vraiment nous assurer pour rien. Ça fait que c'est bien tannant ce côté-là. Donc, c'est important de regarder pour les assurances. On continue avec le côté gauche. Vous voyez ici, vous avez une fiche pour la façade, le côté gauche, l'arrière et le côté droit, qui vous amène vers une méthode, une approche où vous n'oublierez rien si vous suivez étape par étape les outils que je vous procure. Maintenant, on regarde la toiture. Avez-vous la capacité de monter sur la toiture? Moi, il n'y a rien que je déteste plus qu'un inspecteur qui ne montera pas sur la toiture, puis parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop lâche, et il va dire « il y a de la neige, il y a ci, il y a ça ». Mais parce que c'est important de regarder une toiture, parce que c'est le premier abri contre les intempéries au-dessus de votre tête. Et c'est là que vous allez avoir des indices s'il y a des pertes de chaleur, si la toiture a 13 ans puis le bardeau commence à friser, c'est parce qu'il y a une mauvaise aération en dessous et vous n'avez pas pour votre argent. Lorsqu'on met un recouvrement sur une toiture, si c'est du bardeau d'asphalte qui est supposé durer minimum 25 ans, puis je vois plein de maisons que ça dure seulement 12-13 ans, c'est parce que sont mal aérés les entretoits. Si on met une tôle, il faut que ça dure 75 ans. Il faut que la tôle soit bien mise et bien vissée sur le toit, pas mis par-dessus 3 couches de bardeau et tout ça. Puis vous allez le voir immédiatement. Donc, il faut avoir, si on achète quelque chose puis on met un matériel, le matériel est garanti 75 ans, mais ce serait plaisant qu'il dure 75 ans, sinon vous payez dans le vide. Alors, y a-t-il des toits secondaires? Un toit secondaire, ça peut être un carport ou quelque chose du genre, ou une entrée. Ensuite, on tombe dans la structure. Ça, c'est très important de bien regarder la structure et c'est là que peut-être c'est important de faire appel à des spécialistes ou des gens qui sont expérimentés en matière que vous pouvez connaître. La fondation, très coûteux. On peut dire le genre de fondation. Vous avez des indications à droite. Les solives. Maintenant, si vous voulez acheter une vieille maison des années 50, dans ce temps-là, ils bâtissaient un petit peu au pif et à l'œil. Je ne dis pas qu'ils bâtissaient mal, mais certaines maisons, c'était trop faible. Et on se ramasse avec des courbatures dans le toit. Donc, ça peut coûter très cher. Faire une toiture, je parle des solives ici. Ça peut coûter dans des dizaines de milliers de dollars. Quel type de toit vous avez? Ensuite, les murs porteurs. Parfois, les gens vont avoir fait des modifications dans les maisons. Et là, vous allez voir s'il y a des rondeurs dans le plancher. Observez comme il faut dans le plafond. Si vous êtes au sol, vous regardez. Est-ce qu'il y a des rondeurs? Est-ce qu'on a mis suffisamment de poteaux? Est-ce qu'il y a des craques dans la fondation ou dans le sol? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour bien maintenir la structure de la maison? Ça, ce sont des choses qui peuvent coûter cher. C'est très important de bien les inspecter. Ensuite, l'électricité. L'électricité, je comprends que c'est un domaine touché, mais vous n'êtes pas des câbles. L'électricité, là, il ne faut pas se tirer un rang, c'est pas trop compliqué. C'est un courant qui passe dans des fils. Il y a des capacités. Ça prend pas un cours universitaire là, pour comprendre l'électricité. Vous êtes capable de regarder la base de l'électricité. Est-ce que le panneau électrique est récent? Il n'est pas récent. Est-ce que vous voyez les fils, comment est-ce qu'ils sortent bien coupés? Est-ce que c'est trop coupé, pas assez coupé? Vous êtes capable d'identifier ces choses-là. Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que ce sont des vieux fils à couenne avec du papier dedans noir, là, comme dans l'ancien temps? Et vous êtes capable, à la base, d'identifier peut-être qu'il y a un risque avec l'électricité. On va faire inspecter ce domaine-là. Mais vous êtes capable d'avoir un premier regard, un premier jet. Et si ça vous inquiète, à ce moment-là,
Imaginez si vous avez besoin de refaire du filage à l'intérieur d'une maison ou si vous avez besoin de refaire un panneau électrique. Ce n'est pas un coût majeur, mais c'est quand même assez majeur. Ça peut coûter entre 3 800 5 000 dépendamment de l'électricité que vous allez prendre, des filages que vous avez, de l'accès, de l'endroit. Si vous voulez partir d'un petit panneau 110 à 220, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais ça dépend de vos vues futures. Moi, j'ai déjà vu des maisons, il y avait juste 4 prises électriques dedans. Tout est possible. Mais vous êtes capable d'avoir un premier regard avec les indications que vous avez là. Mais en effet, pour l'électricité, dans le moindre doute, vous faites appel à un professionnel. Pour la plomberie, la plomberie ici, justement, vous avez l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux. Ça, c'est des questions qui se posent aussi un petit peu, mais ça se voit tout. Le chauffe-eau. Lorsque vous tombez dans l'huile, vous devriez commencer à regarder pour les assurances aussi. C'est des choses à contacter vos assurances. Comme je dis, ils sont bien piqués maintenant, donc attention. Les chauffe-eau maintenant, ça c'est une autre affaire, l'obsolescence programmée. Nos chers crapules qui fabriquent des chauffe-eau vont dire « Ah, un chauffe-eau après 10-12 ans, puis là, les assurances, ils se pètent les bretelles avec ça, vous n'assureront pas parce qu'un chauffe-eau est rendu à 10 ans ou quelque chose du genre. » Mais un chauffe-eau, si quelqu'un le vide à toutes les années ou le nettoie un petit peu, peut durer jusqu'à 20 ans sans problème. Mais par contre, il faut respecter les assurances, semble-t-il. Mais il ne faut pas capoter avec ces choses-là. Moi, ça me fait halluciner. Mettons que vous avez un chauffe-eau bien placé qui a un drain à côté, bien, vous pouvez dire aux assurances, arrête de capoter. J'ai un chauffe-eau qui fonctionne très bien. Il y a un drain juste à côté. Il est sécuritaire. Il ne fera pas de dommages d'eau dans ma maison si jamais il pète. Après 10 ans, voilà. Fait que ce sont les genres de logique qu'il faut avoir. Puis moi, je parle qu'il faut en avoir pour notre argent parce que sans ça, on se fait avoir de tout bord, de tout côté, puis ça nous coûte cher. Vous pouvez tomber dans les systèmes l'air climatisé, ventilation, système de chauffage. Il y a des choses qui sont plus confortables que d'autres. Si vous avez un système de chauffage électrique, c'est plus sec. Un système au bois, pas permis partout, Montréal, des villes, plutôt difficile. Tomber dans le chauffage radiant, ça peut être, vous avez des indications ici, chauffage radiant, 1940-1970, un petit peu plus dangereux. Il ne faut pas virer fou, mais il faut être conscient de ce qu'on achète. Ensuite, on tombe dans l'isolation. Au Québec, c'est extrêmement important, l'isolation. Et les coûts en énergie, les hivers qu'on a, peuvent vous faire économiser des fortunes. Là-dessus, je vous dirais qu'une maison moyenne ne devrait pas coûter plus que 2 400, 2 600 par année. Vraiment, là, puis je suis dans le haut, là, 2 600 là, par année, là, ça commence à faire. Moi, j'ai 3 enfants. Ici, ça nous coûte environ 1700, 1800 par année dans une maison semi-bien isolée. Si vous faites un petit peu attention, vous gardez des thermostats électroniques qui varient la température selon les heures de la journée. Si vous allez travailler, ça ne donne rien de maintenir une température super élevée. Alors, il y a des choses à faire là, mais je vous donne un range en ce moment au Québec. Une maison moyenne ne devrait pas coûter plus que 2400, 2600. Là. En haut de ça, commencez à vous poser des sérieuses questions, à moins que vous ayez une piscine chauffée à l'année ou des choses à l'extérieur qui ne sont pas données à tous. Mais il y a des limites. Vous avez toutes les choses à regarder ici, trappe d'accès, etc. L'intérieur, les revêtements, c'est sûr que ça peut coûter une fortune. Si vous avez des vieux revêtements de plancher, ça peut coûter, mettre du bois franc, du prélat, ça peut coûter 10 000 $. Donc, oui, c'est important de regarder les finitions intérieures, la qualité, s'ils sont à changer. Et par contre, ce sont des choses, si, dépendamment de votre capacité à vivre dans quelque chose de pas fini, bien, c'est là que si vous achetez une maison, au niveau de la finition intérieure, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et qui peuvent être prolongées sur 1, 2, 3 ans. La maison, moi, que je viens d'acheter, avait un vieux prélat et on a été capable de vivre 3 ans avec ce vieux prélat-là. C'est sûr, je l'ai changé récemment parce que là, je n'étais vraiment plus capable de voir cette cochonnerie-là par terre. Mais
j'ai été capable d'attendre 3 ans, d'accumuler les fonds nécessaires et maintenant d'échanger. Donc, ce sont des choses qui sont malléables. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête, c'est quelque chose de désagréable à regarder. Même chose pour des armoires de cuisine ou une poignée qui fonctionne mal, ça change bien. Vous êtes capable de le faire, vous n'êtes pas obligé d'engager un professionnel. Lorsqu'on tombe dans les finitions intérieures, c'est là que vous pouvez contrôler le plus de choses. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis ici, là, j'ai mis la gravité selon votre inspection. Il y a un +1, il y a un -1, il y a un 0. Et à la fin, je vous offre un pointage cumulatif ici. Et si vous avez, au total, vous avez 100 points d'inspection. Donc, si vous vous ramassez avec un -40 ici, dans le rouge, bien, ça peut ne pas être un bon achat parce que vous allez avoir beaucoup de points à refaire ou à inspecter. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise demeure. Si vous achetez une demeure 10 000 puis vous avez 40 000 à mettre, puis ça se situe dans un secteur où les choses se vendent 100 000, c'est un bon investissement. Ça prend juste de l'huile de bras et de la détermination. Donc, vous pouvez avoir un total négatif, mais si le prix est juste, c'est un bon achat. Pour terminer, 2 documents. Les deux plus importants que je veux partager avec vous, c'est la déclaration du vendeur. C'est le document le plus important que vous allez soit remplir lorsque vous vendez une demeure ou que vous allez recevoir lorsque vous achetez une demeure. La déclaration du vendeur, au niveau légal, ça reste ad vitam aeternam pour toujours. Donc, les déclarations que quelqu'un vous fait sur la déclaration du vendeur lorsque vous achetez, elles se doivent d'être vraies. Sinon, s'il y a vice plus tard, peu importe le nombre d'années, ça peut aller dans 18 ans, tant que la personne est vivante, si elle a donné une fausse information dans la déclaration du vendeur, elle en sera tenue responsable tant qu'elle est vivante. Et c'est extrêmement important. Et vous, si vous vendez une demeure, c'est la même chose. Ne mentez pas, dites tout. S'il y a eu la moindre infiltration d'eau, s'il y a eu quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire, à décrire. Il y a des espaces. Et je vais descendre justement. La déclaration du vendeur demande toutes les informations sur la maison. C'est très bien décrit. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est oui ou non. OK? Et avez-vous déjà eu connaissance des problèmes suivants à l'intérieur de la maison? Les mauvaises odeurs, refoulement d'égout et tout ça, mais j'ai eu à faire des expertises pour certaines actions entreprises contre certains de mes clients. Et si dans une déclaration du vendeur, ils ont dit qu'il y a déjà eu une infiltration d'eau et la personne se plaint qu'il y a des infiltrations d'eau puis ils ne savaient pas, bien, elle n'a pas de recours, il n'y a plus rien. L'autre chose, c'est que par rapport à l'inspection, à la liste d'inspection que vous avez faite, si dans un rapport d'inspection en 100 points, il est mentionné 8 fois qu'il y a un risque d'infiltration d'eau dû à une fissure, dû à une mauvaise toiture, dû à un mauvais contrôle de l'humidité dans la maison, peu importe ce que c'est, ou de moisissure, bien, à ce moment-là, la personne ne peut pas avoir de recours parce qu'elle avait juste à lire le rapport d'inspection. Elle sait, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle achète en bonne conscience. Et à la fin, si vous avez assez d'endroits, puis vous faites une autre feuille au pire aller pour donner des commentaires ou des informations pertinentes pour vous couvrir là derrière, puis ne pas avoir de recours possible contre vous. Et croyez-moi, c'est mieux de perdre un possible acheteur si vous êtes le vendeur, en disant toute la vérité, plutôt que de se faire revenir après pour des vices possiblement cachés. Donc, ne prenez aucun risque lorsque vous remplissez une déclaration du vendeur. Le dernier document que je veux vous montrer, voyons, c'est bien tannant, ça, cette affaire-là.
OK. C'est ceci. Je vais le grossir. Oh, ça ne donne pas grand-chose, hein? On va l'écarter un petit peu. Donc, j'ai créé ce document-ci. Ça va être plus facile à manipuler comme ça, excusez-moi. Ce document-ci qui est une évaluation lorsque vous magasinez des maisons. OK? Alors, si vous êtes intéressé par 3, 5, 7, 12 maisons, vous avez une fiche ici qui vous fait poser les bonnes questions. Donc, encore une fois, je vais revenir au début. Ça se peut qu'on ait un coup de cœur lorsqu'on achète une demeure. On dit, ah, celle-là, je la veux vraiment, elle a telle affaire, tel feature qui est super intéressante pour vous. Mais à un moment donné, après ce coup de cœur-là, qui peut demeurer, il faut avoir quand même une réflexion parce que l'investissement d'une maison, lorsqu'on achète une maison, c'est un des investissements les plus majeurs qu'on fait dans une vie. Donc, c'est important que ce soit le bon investissement au bon prix. Alors ça vous permet de vous poser les questions pertinentes afin de déterminer si vous n'avez pas oublié quelque chose dans votre brainstorming, dans votre réflexion face à cet achat-là. Alors, l'emplacement par rapport au service, l'évaluation municipale de combien c'est plus cher. Et encore une fois, j'ai mis un système de pointage. Tout ce que vous allez faire, c'est mettre un X. Après ça, tu mets un X. Ah, il y a une fosse, j'aime pas ça, la fosse septique. Alors, vous mettez des X et à la fin du projet, ben c'est ça. Ça fait que là, on arrive, vous voyez, ici, ça donne 2 points. Et lorsque vous avez rempli, ça va donner, s'il y a des moins, ben, dépendamment du résultat du projet. Admettons, vous arrivez, la première maison, donc ici, vous pouvez dire maison 1, excusez, maison 1, vous remplissez ça avec l'adresse. Ensuite, vous le remplissez une deuxième fois. Vous faites un copier-coller du fichier et vous faites maison 2. Et là, vous allez pouvoir faire des comparables par rapport au score que vous allez avoir eu sur le possible achat de maison. Et il y a l'évaluation. J'ai rajouté un autre onglet pour l'évaluation des rénovations possibles à faire. Ça revient à l'inspection que vous avez faite. J'ai dit à travers cette capsule qu'il y a des choses qui sont coûteuses, des choses qui ne sont pas coûteuses. Moi, je m'en fous si c'est juste à repeinturer. Tout le monde peut peinturer, il n'y a pas de problème. C'est de l'huile de bras. Sauf que lorsqu'on est obligé d'engager des professionnels, des équipements, des électriciens, des travailleurs avec le coût de la main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, c'est très important de savoir dans quoi on s'engage. Juste changer des portes de fenêtres, des cuisines armoires, une fondation à réparer. Alors, j'ai mis un système de pointage également qui va vous donner un pointage sur 70. Donc, quand vous approchez une maison, eh bien, à la fin, vous allez peser sur le piton qu'on avait, l'évaluation, transfert imprimé ici, et ça va vous donner un cumulatif par maison avec des filtres que vous pouvez appliquer. Ce n'est pas compliqué, c'est un fichier Excel tout simplement, mais ça soulève des questions très pertinentes. Alors, ça fait le tour pour les documents que je vous offre pour le partage de connaissances. Et même si vous avez des doutes et vous pensez ne pas avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir bien inspecter la chose, du moins, c'est une première approche que vous pouvez vous permettre et sauver énormément de temps et de coûts et d'argent. Parce que ce n'est pas facile quand on commence à engager un inspecteur en bâtiment qui va venir à coût de 500, 600 $. Je ne sais plus comment ça peut coûter. Là. Ça fait un bout que je n'ai pas fait ça. Je l'ai fait moi-même. Alors, donc, vous pouvez sauver énormément d'argent, puis vous pouvez gagner beaucoup de temps lorsque vous regardez les maisons vous-même là-dedans. Et c'est votre choix. Donc, j'essaie de vous partager cette connaissance-là et vous donner ce petit pouvoir-là qui peut vous faire sauver beaucoup d'argent au bout de la ligne ou vous amener du moins une réflexion intelligente et non émotionnelle. C'est correct l'émotion, mais sur un possible achat de maison. J'espère que vous avez apprécié
cet échange. Et puis la prochaine capsule, on parlera d'un autre sujet intéressant. Puis on se retrouve. Salut.